C'est lors du dossier du 17-20 avec cette question. Ce que la science permet, doit-on l'autoriser? Ce sont les députés qui vont devoir y répondre jusqu'au 9 octobre prochain en examinant dès aujourd'hui le projet de loi bioéthique, 32 articles qui constituent le texte. Pour en parler, notre invité ce soir est Clotilde Brunetti-Ponce, maître de conférence à l'Université de Reims, spécialiste du droit de la famille et de la protection de l'enfance. Bonsoir, installez-vous, je vous en prie. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Sur France Info. D'abord, on va écouter la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui a pris la parole cet après-midi dans l'hémicycle. Je vous ai dit il y a quelques instants que le projet de loi bioéthique était une chance et même un privilège pour notre pays. J'en suis d'autant plus convaincue alors que des droits arrachés de haute lutte au XXe siècle sont aujourd'hui menacés et bafoués dans des pays où ils semblaient définitivement acquis. J'en suis d'autant plus convaincue que des marchés se développent de manière massive et anarchique dans des domaines qui touchent au vivant. Sur ces questions, comme sur tant d'autres, la France est regardée, la voix de la France est écoutée. Et je le dis à tous ceux qui se complaisent dans un certain confort mélancolique d'une grandeur supposée perdue. La France n'en a pas fini avec sa vocation universelle qu'elle porte depuis 2 siècles et 3 décennies. Clotilde Brunetti-Ponce, la PMA pour toutes, c'est une chance pour notre pays, comme le dit Agnès Buzyn? Alors, c'est un point de vue qui vient d'être exposé, que je ne partage pas. Je pense que cela met en danger la société. Peut-on considérer que ce soit positif que de priver un enfant de son père, de supprimer du schéma filiatif dans la loi le père et de créer ex nihilo une deuxième filiation maternelle, donc en privant en quelque sorte aussi l'enfant de sa mère. La question juridique est assez compliquée, si bien qu'on a fait passer bien souvent le sujet pour un sujet technique. Ce n'est pas un sujet technique. Ce projet impacte tout le droit de la filiation. Il s'agit de savoir si la filiation peut être fondée ou pas sur la volonté toute puissante, alors que jusqu'à présent, la filiation a toujours été la recherche de la véritable filiation de l'enfant, sauf s'agissant de l'adoption, mais précisément, cette réforme permet de contourner les règles de l'adoption. Que veulent ceux qui souhaitent ce projet? Eh bien, ils veulent pouvoir se passer des procédures judiciaires et des procédures qui permettrait de régler des situations de fait. Or, une situation de fait, nous avons des réponses juridiques et c'est bien que ces situations de fait soient réglées au cas par cas. Pour vous donner un exemple, dans un cas d'autorité parentale, vous pouvez avoir une demande d'autorité parentale conjointe de la part de la compagne de la mère ou de l'épouse de la mère. Eh bien, le juge a la possibilité de le refuser s'il estime que ce n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais cela, c'est quelque chose de bien. C'est une règle de droit qui protège l'enfant. Si on institutionnalise la suppression du père et la maternité par la volonté, ça n'est plus celle qui accouche. En droit, la mère, c'est celle qui accouche. Tout est possible. Oui. Tout implose. Et il ne faut pas dire que c'est une réforme de l'AMP. D'abord, c'est une réforme de l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur, et une réforme complète du droit de la filiation, puisque le système est classé dans le titre 7, c'est la filiation, du livre 1er du Code civil. Autrement dit, on va classer ce nouveau système, la reconnaissance, à côté de modes d'établissement de la filiation qui sont totalement en contradiction avec celui-ci. Mais en quoi c'est un danger, c'est ce que vous dites, les mots sont forts. En quoi c'est dangereux pour la société? Ça va ébranler la filiation paternelle, ça va ébranler la filiation maternelle, ça va ébranler la filiation de tous les enfants, puisqu'on place le dispositif au sein du droit de la filiation. Donc il y aura des effets en chaîne. Alors ce seront les juges qui vont être obligés de trancher ces effets en chaîne. Mais on a bien vu... C'est quoi ces effets en chaîne pour qu'on comprenne bien votre raisonnement? Alors, les effets en chaîne, c'est par exemple la reconnaissance de paternité. C'est un aveu de la véritable filiation de l'enfant. Une reconnaissance peut être annulée quand elle est mensongère. Eh bien, comment voulez-vous annuler une reconnaissance mensongère parce que le père n'est pas le père biologique de l'enfant et à côté avoir une reconnaissance d'une deuxième mère?
c'est incohérent au sein même du titre 7. Donc, c'est la disposition légale applicable à tous les enfants pour la reconnaissance de paternité qui est sur la sellette. On va se retrouver avec des conflits de normes quasiment inextricables, parce que le critère jusque-là, c'était le critère biologique pour essayer de résoudre un conflit de filiation, puisqu'on n'est pas dans l'adoption, on est dans la filiation charnelle, le titre 7. Et donc le critère, c'était la prise de sang, la preuve génétique, pour savoir, en cas de conflit de filiation, qui était le parent. Eh bien là, tout deviendra incertain. Il faudra, encore une fois, trancher au cas par cas, et c'est le droit de la filiation en général. Il y a un enjeu d'égalité aussi derrière ce projet de loi, puisque pour un couple hétérosexuel, les choses sont beaucoup plus simples. Finalement, dès lors que l'enveloppe familiale est préservée, qu'il y a deux parents qui élèvent un enfant, et leurs enfants, et de l'amour également pour les élever, d'où le problème finalement. Alors déjà, je vais vous dire sur l'amour, moi je suis dans la protection de l'enfance depuis 30 ans. Oui. L'amour, c'est pas un critère qu'on peut prendre en compte, parce que tous les parents que j'ai reçus, y compris sur des choses horribles, m'ont dit qu'ils aimaient leurs enfants, au cri. On me dit oui, moi j'aime mon enfant, sur tous les dossiers. Donc l'amour n'est pas un critère. Moi je suis juriste. Pour un juriste, l'amour, ça n'est pas non plus un critère. Parce que c'est mouvant, ça change, ça n'est pas défini juridiquement. Voilà, donc l'amour, on le met forcément de côté en droit. Ça ne permet pas de raisonner. Vous parlez d'égalité. On met l'amour de côté dans le droit, si vous voulez, mais le droit, finalement, suit l'évolution de la société. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Oui, mais le rôle du droit, c'est d'abord de structurer la société pour qu'il n'y ait pas trop de victimes, pour qu'il n'y ait pas trop de conflits, pour qu'il n'y ait pas trop de... Est-ce que le rôle du droit, c'est pas aussi finalement de s'adapter à la société? Et de prévenir les conflits. Là, on en crée. De prévenir les conflits. Là, vous pouvez pas imaginer une filiation fondée sur la volonté. Qui va déclarer que je peux déclarer que je suis la mère de tel enfant? Vous voyez où ça mène. Pour l'instant, ça serait cantonné à l'IAD. Mais l'idée derrière, justement sur le fondement de l'égalité entre tous les enfants, parce que c'est le rapport qui a été rendu par la sociologue Irène Théry, l'idée derrière, c'est de faire en sorte que tous les cas de filiation soient fondés sur la volonté. Mais vous dites, je peux déclarer que je suis la mère de tel enfant, mais la mère de l'enfant sera la mère de l'enfant, puisqu'elle l'aura porté, cet enfant. C'est beaucoup plus compliqué avec le projet. La mère est celle qui accouche. Mais avec le projet, il y a la mère qui est celle qui accouche et la mère qui déclare qu'elle est mère. Et il y a deux mères. Alors après... Ce qu'on appelle une mère d'intention. Oui, alors c'est plus qu'une mère d'intention, puisque elle crée la filiation. Un parent d'intention, juridiquement, il n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous nous dites en fait qu'il manquera des preuves pour être sûr que cette mère est bien la seconde mère de l'enfant qui sera né par PMA. En fait, c'est ça qui vous gêne aussi? Que tout le monde puisse... Oui, c'est ça. C'est qu'il y a plus de limite. Après, si ça n'est plus, si les pères et mères de l'enfant ne sont plus les véritables parents de l'enfant, s'il n'y a plus cette recherche de la véritable filiation de l'enfant, tout devient possible. Mais ça va pas être encadré par la loi, par le projet de loi qui est prévu. Alors, pour l'instant, donc c'est pour l'insémination artificielle avec donneur, mais ils ont placé leur réforme au centre du droit de la filiation. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle une reconnaissance, alors que la reconnaissance, c'est un aveu, qui est placé au sein même du droit de la filiation. Donc, j'expliquais les conséquences pour la filiation de tous les enfants, qui se feront au fur et à mesure avec la jurisprudence et qui découleront de cela. C'est la raison pour laquelle il est question de rupture anthropologique. Alors, il y a eu de nombreux rapports. On en a assez mal rendu compte parce que ces rapports ont tous dit qu'il y avait des conséquences graves juridiques à ce projet. Le comité d'éthique, on n'a pas abordé vraiment les questions juridiques, mais le Conseil d'État l'a fait. Il a répété, les conséquences sont graves. Et l'option qui a été choisie là par le législateur, c'est une des options qu'il avait écartées. Il en avait proposé 4, 1, 2, 3, 4, en disant la première, non, il faut absolument l'éviter, la deuxième, il faut absolument l'éviter, la troisième aussi. Et puis il avait dit, celle qui provoquerait le moins de problèmes, c'est la dernière. Clotilde Brunetti-Pons, vous avez été auditionnée à l'Assemblée nationale, vous avez été auditionnée également par le Conseil consultatif national d'éthique. Le Conseil consultatif national d'éthique qui a émis un avis favorable à la PMA pour toutes. Pourquoi ils ne vous ont pas suivi, en fait?
Alors moi, je suis qu'une petite universitaire. Alors j'ai de la pratique je pense que les conséquences sont mal pesées. Vous voyez, il y a eu des rapports. En lisant le rapport du Conseil d'État, on se dit bon, on va être modeste. Le problème, c'est que le gouvernement, là, il n'hésite pas à toucher au droit de la filiation, ce qui n'a jamais été fait. Et en plus, on a des éléments de droit comparé qui montrent les difficultés. Alors non seulement ça ne résout rien dans les pays où ça a été fait, mais ça crée des problèmes pour les enfants et les familles. Alors justement, il y a eu différents sondages qui ont été faits sur la PMA au sein des Français pour savoir ce qu'ils pensaient de ce projet de loi qui est en cours et particulièrement de cette mesure qui concerne la PMA. Et le dernier sondage en date de Ipsos Sopra Steria, vous le voyez ici, nous dit que 60% des personnes interrogées souhaitent que les couples de femmes aient accès à la procréation médicalement assistée. 65% des Français soutiennent son extension aux femmes seules. On a l'impression que la PMA, quand même, est de mieux en mieux, de plus en plus acceptée au sein des Français. Alors, j'ai bien compris que juridiquement, ça vous posait problème, mais pour revenir à la question de tout à l'heure, il faut peut-être aussi avancer dans le sens de ce que souhaite la société. Il y a un problème terminologique. Il est dit que quelqu'un comme moi serait défavorable à la PMA. C'est pas du tout ça. Évidemment, je suis favorable à l'assistance médicale à la procréation qui permet d'éviter une grave maladie ou qui permet de pallier une stérilité médicalement constatée. C'est un acte médical. De là à franchir un pas avec une rupture anthropologique profonde et dire que l'on peut, dans la PMA, supprimer le père de l'enfant, il y a une énorme différence. Et je pense que la plupart de ceux qui ont répondu à ces sondages n'ont pas réalisé que cela les impactait eux aussi. Pour comprendre simplement ce que vous dites, et essayer d'avoir une idée très claire de ce que vous pensez, pour vous, c'est une rupture anthropologique ou c'est un futur conflit purement juridique, en fait? C'est quoi la différence? Il y a les deux. Il y a la rupture anthropologique qui fait qu'on n'aura plus la base pour notre droit de la filiation. La base, donc, il y a la recherche de la véritable filiation de l'enfant. Même si parfois il y a une filiation qui n'est pas biologique, qui se retrouve couverte par une présomption. Ça arrive, bien sûr, et dans l'intérêt de l'enfant. Lorsque c'est la vie de la famille. Mais il y a des conséquences graves parce que il y aura des conflits en chaîne avec des conflits entre filiation biologique et filiation fondée sur la volonté, des problèmes avec des enfants qui vont se retrouver abandonnés parce que j'ai dirigé une recherche qui a été financée et validée par la mission Droit et Justice rattachée au ministère de la Justice. On a travaillé pendant 3 ans, une équipe de 26 chercheurs que j'ai dirigé, et il est apparu, parce qu'on a fait du droit comparé, que le donneur de sperme est choisi sur catalogue. Alors on choisit la couleur de peau, on choisit plein de choses du donneur de sperme. Eh bien, quid lorsque l'enfant ne correspond pas à la commande? Parce qu'il y a tout ce problème du donneur de sperme. Pas tout à fait parler de commande, pardonnez-moi, c'est pas une marchandise, c'est un enfant. Absolument, et c'est choquant. J'aimerais prolonger, pardon, Jamel, j'aimerais prolonger votre question. Je vous entends depuis tout à l'heure parler de droit, de juridique, de vos recherches, mais derrière votre opinion, est-ce que c'est réellement ça qui parle ou ce sont vos convictions personnelles, à vous, peut-être catholique ou que sais-je? C'est pas une opinion, c'est une analyse. C'est une analyse qui permet de vous dire, attention, aucune des conséquences juridiques n'est maîtrisée. Et vous avez dans ces recherches de très nombreux juristes qui mettent le doigt sur ces problèmes qui n'ont pas été entendus précisément parce que de l'autre côté, il y a une volonté de ne pas entendre. Alors, c'est l'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation, qui est également sur la sellette. Parce qu'avec cette réforme... On va poursuivre dans un instant. D'abord, on va simplement s'intéresser à l'Académie de médecine qui a rendu un avis, Adrien. Absolument. L'Académie nationale de médecine a rendu un avis officiel sur la loi bioéthique et notamment sur la question de la PMA dont on parle aujourd'hui. Et cet avis a été rendu dans un rapport adopté en séance mardi 17 septembre par 69 voix pour, 11 contre et 5 abstentions qui tirent donc des conclusions réservées dont se sont nécessairement emparés les opposants
opposants à la PMA et notamment la Manif pour tous, vous le voyez sur Twitter. Et parmi les conclusions qui font le plus réagir, il y a cette phrase: un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique de l'enfant. Sauf que vous allez le voir, au sein même de l'Académie nationale de médecine, certains ne sont pas d'accord avec cette conclusion rendue. Ils l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Vous allez l'entendre, l'un d'entre eux qui a décidé de pousser un coup de gueule avec cette question qui se pose en toile de fond: l'Académie nationale de médecine ne serait-elle pas un petit peu conservatrice sur les bords? Cet avis rendu par l'Académie nationale de médecine contre la PMA n'a vraiment pas plu à certains de ses membres. J'ai été très consterné que mon académie, qui est un organe de réflexion, de conseil, produise un rapport aussi idéologique, très faible scientifiquement, pour préparer une lutte politique, notamment de la Manif pour tous, contre la PMA. Ce rapport a été rendu par le comité d'éthique, présidé par Jean-François Mattei. Ancien de l'UDF, puis membre à l'UMP, il était ministre de la Santé sous le gouvernement Raffarin entre 2002 et 2004. La position de M. Mattei est une position non seulement conservatrice, mais parfaitement réactionnaire. Et moi, j'ai honte de cela, parce que ça va déconsidérer notre institution, ça déconsidère les médecins et les chercheurs. L'Académie compte aujourd'hui 135 membres titulaires, dont seulement 8 femmes. Et la moyenne d'âge est plutôt assez élevée. Alors l'Académie est-elle conservatrice? Ce qui m'a frappé là, c'est que ceux qui ont été à l'initiative de ce rapport, qui l'ont en réalité fait, écrit et surtout présenté, sont très conservateurs. En 2014, l'Académie nationale de médecine avait pourtant publié un avis favorable à la PMA pour toutes, expliquant qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale. Et je précise que Jean-François Mattei, vice-président de l'Académie nationale de médecine, eh bien nous l'avons sollicité, mais il n'a pas souhaité nous répondre. Clotilde Brunetti pense justement, alors, on se demande à quoi se fier quand les experts s'expriment, rendent des avis. On a le sentiment qu'on peut avoir confiance en eux parce que ce sont des experts scientifiques qui rendent des avis scientifiquement, enfin, en tout cas présumés scientifiques. Et finalement, on se rend compte qu'il y a aussi peut-être derrière tout cela une couleur, une politisation finalement de ces avis. Comment faire la différence? Alors là, vous avez quand même un chiffre de médecins qui se sont prononcés pour l'avis défavorable assez significatif. Je le comprends. Pour bien vous expliquer, puisque on pouvait imaginer que ça soit des opinions, ça fait en effet 30 ans que je pratique, et je me suis battue en créant le centre de recherche sur le couple pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, parce que on a fait des études, mais des études sérieuses, qui ont montré que lorsqu'un enfant était privé de son père, il avait beaucoup plus de chances de développer différents types de pathologies. Et c'est ce qui a conduit, dans les années 90, donc c'est assez ancien, au développement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et le couple parental. Je suis à l'origine donc de cette notion. Et nous avons, dans l'après-divorce, dans l'après-séparation, nous avons tout fait pour développer la notion de droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Et précisément dans la différence, pour faire comprendre, parce que... Dans la différence, c'est-à-dire je peux vous dire, quand il y a des conflits, ça n'est pas facile. Hein. Je me suis occupée beaucoup de divorces. Vous en avez toujours un qui veut rejeter l'autre. Ce qui est important, c'est d'accepter la différence de l'autre. Et ça n'est vraiment pas facile. Voilà. Donc, arriver à réussir dans un cadre de conflit l'association du père à la vie de l'enfant, parce que dans la plupart des cas, l'enfant se retrouvait sans père après une séparation à l'époque. Et on a vraiment bien réussi de ce point de vue-là. Voilà. Moi, j'ai une question autour de... Puisque vous nous dites qu'il ne faut pas supprimer la figure du père. Il y a des sociétés qui fonctionnent, qui sont centrées sur la femme, la figure de la mère, et qui, je pense, a priori, fonctionnent très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer, du coup, qu'il y ait peut-être certains couples de femmes, et donc des familles, qui soient centrées sur la figure de la mère? Ça existe dans d'autres sociétés, notamment dans les Caraïbes.
Alors qu'on ait une rupture totale, on peut parler là de rupture anthropologique parce que ça n'est pas en effet notre civilisation. On pourrait tenter ça peut-être à titre expérimental et à visiblement, elle a évolué justement notre civilisation, Madame Brunet. Je ne prendrai pas une responsabilité pareille. Mais là, vous m'interrogez sur des questions qui sont pas de ma compétence là où je veux en venir, directe. pardon, là où je veux en venir, c'est que la figure du père, ou en tout cas de l'homme, elle peut être aussi dans l'entourage, en dehors du couple homme-femme. Ou ça, c'est quelque chose qui ça en peut France permettre de sauver un enfant. Moi, mon travail, c'est de sauver des enfants, quelle que soit la configuration de la famille. Mais je dis, attention, là, on est en train de prendre des risques de conflit, des risques de mise en danger que jamais le législateur n'avait osé prendre. Vous craignez plus les risques psychologiques, pathologiques pour l'enfant ou les risques sur le plan juridique, sachant que le législateur peut aussi évoluer et faire évoluer la législation? Oui, les deux. C'est les deux. Les deux. Et je crains aussi, parce que bon, j'ai quand même maintenant du recul, je crains aussi une dévalorisation de l'homme, de la figure paternelle telle que cela aggrave la violence dans les relations et je crains que ça se retourne aussi contre les femmes. Je crois ne pas me tromper en disant que vous étiez opposé au mariage homosexuel. Oui, au mariage pour tous, ça fait 20 ans que je suis auditionnée à l'Assemblée nationale. Je sais que des journalistes ont essayé de me faire taire en me donnant des étiquettes. Là, on vous donne la parole. Mais vous étiez opposé au mariage homosexuel. Est-ce que, dans le discours que vous tenez là, aujourd'hui, sur ce plateau, est-ce qu'il n'y a pas un fond d'homophobie? Non. Alors, d'abord, je peux vous dire que j'ai un tel amour pour mon prochain, pour arriver à m'occuper d'enfants en grande difficulté depuis 30 ans, que je trouve déplacé de me dire une chose pareille. Je vous pose la question. S'agissant du mariage pour tous, on m'a embêté parce que j'ai signé une pétition de 170 juristes qui simplement ont voulu dire attention, le mariage c'est la filiation. Et le mariage a été inventé, le droit ne s'occupe pas d'amour, je vous l'ai dit, donc le mariage a été inventé pour asseoir la filiation de l'enfant, la filiation donc maternelle et la filiation paternelle par le jeu de la présomption de paternité du mari de la mère. Voilà, moi je pense que le droit a une fonction forte de prévenir les conflits, qu'avec cette réforme on prend des risques énormes. Et que ça ne va pas apaiser les problèmes des personnes qui revendiquent cette évolution. Et d'ailleurs, à mon avis, elles sont instrumentalisées. Parce que ce que nous avons par les sociétés, par l'argent, parce que en faisant nos recherches, ce que nous avons réalisé, c'est que il y a à l'échelle internationale, de nombreuses sociétés qui font des profits énormes avec donc des médecins, parfois qui sont interviewés donc alors qu'ils sont en conflit d'intérêts, des médecins, des avocats, etc. Dans les différents pays du monde, avec des cliniques, des établissements de santé qui commercialisent du sperme, des ovules, des enfants. Et c'est pour ça que c'est pas trop fort de parler de commande ici. Mais vous pensez pas qu'il y a aussi une envie peut-être de couples de femmes d'avoir un enfant au-delà de l'instrumentalisation? Il n'y a pas que ça. Non, bien sûr. Mais je pense que quand même cette souffrance qu'elles ont est instrumentalisée par ces volontés de gain. Oui, voilà, parce que et cette idée quand même derrière que même l'enfant il va falloir l'acheter. Donc c'est vraiment cette idéologie que tout est à vendre et à acheter. Il nous reste 20 petites secondes. Est-ce que vous allez manifester le 6 octobre prochain contre cette loi? Alors ça n'est pas mon rôle d'aller manifester. Ouais. En tout cas, vous y êtes opposé en tout cas. Ah oui, j'y suis clairement opposée. Je pense que ceux qui iront sont certainement courageux après ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. La manif pour tous, notamment le 6 octobre prochain. Oui, il y aura sûrement pas courageux. Courageux, oui, parce que moi j'ai quand même été choquée de ce qui est arrivé à certains jeunes qui ont manifesté dans la rue avec les Gilets jaunes. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup Clotilde Brunetti-Ponce, maître de conférence à l'Université de Reims, d'avoir été l'invitée de France Info. Merci.